Salut, c'est Sandra, bienvenue dans ce module gratuit que je t'offre pour essayer de t'apporter un peu de lumière dans cette pénombre quand on est jeune parent ou quand on est parent ou futur parent et qu'on est au milieu de plein de conseils parentaux qui viennent de tout, de partout. Ce module, il a pour but de t'expliquer pourquoi tu te sens complètement perdu au milieu de tous ces conseils parentaux, pourquoi tous ces conseils sont tous hyper contradictoires. On peut très bien avoir des conseils qui conseillent un truc et quelqu'un d'autre va te conseiller l'inverse complet. Je vais aussi t'expliquer pourquoi même les professionnels et même les experts, soi-disant en parentalité, eux-mêmes, ils sont pas d'accord entre eux et qu'ils vont te donner des conseils contradictoires qui sont, enfin, même deux collègues professionnels ne vont pas te donner les mêmes conseils. Et enfin, je vais t'expliquer comment sortir de ce bazar et ne plus te sentir perdu au milieu de tout ça. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a autant de conseils partout? Parce que le sujet de la parentalité, c'est un sujet qui est extrêmement propice aux avis. C'est-à-dire que tout le monde a un avis sur comment on doit élever, éduquer un enfant, dresser un enfant, même ceux qui n'ont pas d'enfants, même ceux qui ne travaillent pas avec des enfants. Tout le monde a un avis. C'est vraiment un sujet universel. Ça, c'est parce que l'enfant, il a une image à la fois dont qu'il faut protéger, c'est-à-dire que c'est un être vulnérable, mais c'est aussi un outil, en fait, c'est-à-dire qu'on le voit comme un futur citoyen, comme le futur de la civilisation, et qu'il faut pas que n'importe qui fasse n'importe quoi avec eux. Donc on a tous notre avis sur comment élever, éduquer correctement un enfant. Et tous ces avis, ils sont aussi divers que les individus, c'est-à-dire qu'il y a 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards d'avis. Et chacun est subjectif. Chacun va mettre son histoire, ses messages intérieurs dans son avis qu'il a sur l'enfant et sur l'éducation. Alors du coup, tu vois, quand tu reçois plein de conseils comme ça, de tata Josiane et de ta mère, ou de ton beau-frère, ou de ta voisine, tu te dis, ouais, ok, bon, eux, c'est des gens, ils sont pas professionnels, donc moi, je vais faire confiance aux professionnels. Professionnel, ça peut être assez vague, peut-être que tu as confiance dans ton médecin généraliste, dans ton ou ta pédiatre, une psychologue, etc. Ceux que tu penses qui sont formés pour, en fait. Tu vois, même peut-être que tu auras confiance dans l'institutrice ou l'instituteur, etc. Et pourtant, en fait, tu vas te rendre compte, peut-être, ou en tout cas, il y a de fortes chances que tu te rendes compte assez rapidement, que même eux, ils se contredisent entre eux, que même les experts ne sont pas d'accord entre eux, et là tu te dis, ok, mais alors, même les experts, je peux pas leur faire confiance, même les experts ne sont pas fiables en fait. Comment ça se fait? Pourquoi? Alors qu'on attend des professionnels de pouvoir leur mettre notre confiance en fait. On attend d'eux qu'ils aient les connaissances, qu'ils aient les compétences et qu'ils aient l'objectivité nécessaire à ce sujet, en fait, la parentalité. Mais le souci, c'est qu'en fait, même les professionnels, ce sont des êtres humains et qu'ils sont tous, sans exception, subjectifs. Ils ont un point de vue personnel. Parce que quand tu vas consulter un professionnel, quel qu'il soit, celui que tu estimes être censé être compétent en parentalité pour te donner des conseils, tu te dis, ok, alors les professionnels, ce qui est cool, ce qu'ils apportent que les autres n'apportent pas, c'est que ils apportent et ils ressortent leur cours, ce qu'ils ont appris en cours. Là, déjà, ils se posent une question très claire, qui est hyper importante. Ok, mais c'est quoi le contenu de ces cours? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme cours? Qu'est-ce qu'ils ont appris concrètement concernant la parentalité, j'entends bien sûr. C'est déjà une question qui est hyper importante. Est-ce qu'un médecin généraliste, parmi toutes ces années très longues d'enseignement, qu'est-ce qu'il a appris concrètement en parentalité, dans le développement de l'enfant, etc. Le souci aussi qui se pose, c'est qu'un professionnel, il va pas forcément continuer à se former. C'est-à-dire que tu peux pas avoir la certitude qu'un professionnel qui a eu un diplôme, rien ne dit qu'il continue à se former sur les nouvelles découvertes et qu'il est finalement tout le temps à la page au niveau de ce qu'on apprend et de ce qu'on sait sur l'enfant. Et là, on en arrive au point qui est le plus important de ce module, c'est que le problème également, c'est que même les professionnels, ils vont apporter l'interprétation et la cause qu'ils veulent sur un fait. C'est-à-dire, je vais t'expliquer ça.
On peut très bien partir d'une observation, d'un fait qui est extrêmement objectif, on ne peut pas le nier, c'est-à-dire que c'est un fait qu'on a observé, notamment via des études, via du travail, de la recherche, et qu'on a compris comment ça fonctionnait. On sait telle chose, c'est un fait. Eh bien, ce fait est objectif, mais le problème, c'est que derrière, à la question pourquoi ça fonctionne comme ça, eh bien en fait la réponse elle va être subjective. Ça va dépendre de chacun, même un professionnel. Il va y mettre la raison et le pourquoi qu'il a envie de mettre derrière. Je vais te donner un exemple pour que ce soit vraiment très concret, pour que tu comprennes vraiment de quoi je parle. Je te donne un exemple. Il y a une étude qui a montré des résultats, qui sont des résultats clairs. C'est-à-dire, on ne peut pas hésiter sur le résultat de l'étude. Je te donne par exemple une étude qui a prouvé la transmission intergénérationnelle d'un traumatisme via l'ARN, l'ADN, si tu préfères pour qu'on simplifie l'histoire. C'est-à-dire que on a prouvé que, alors là c'était sur des rats ou des souris, quand la souris subit un trauma, son ADN va être modifié, et cette modification d'ADN, il va la transmettre aux générations futures. Donc ça c'est un fait. Mais le problème c'est que, à partir de ce fait qu'on regarde tous, c'est une observation objective, chacun va y mettre son interprétation. On va interpréter et expliquer différemment. Par exemple, à partir de ce fait, on peut interpréter en se disant « Ouais, ok, mais les traumas, de toute manière, ils sont nécessaires à l'évolution, donc c'est pas quelque chose qu'on doit éviter. Donc c'est pas grave finalement qu'on transmette des traumas d'une génération à une autre. » On peut interpréter différemment en se disant « Les traumas, ils se transmettent, mais il n'y a rien qui prouve que ça perdure toute la vie finalement. Le fait qu'un trauma se transmette au bébé, à la génération future, rien ne nous dit que finalement l'enfant il va pas réussir à se débarrasser de ce trauma dans son ADN. » On peut aussi avoir une autre interprétation en se disant que les traumas qui se transmettent, eh ben ce sont des fléaux dans la vie des futures générations et qu'il faut donc les éviter au maximum. Donc tu vois, à partir d'un même résultat d'étude, même si l'étude elle est super fiable, la conclusion elle est super claire, on peut pas chipoter quoi, la conclusion est claire, même à partir de ça, selon notre point de vue, on peut s'en servir comme on veut. On va donner en plus, à partir de ça, on va donner des conseils aux gens en fonction de nos croyances personnelles et nos croyances profondes. C'est toujours comme ça que ça se passe. À moins d'avoir un esprit critique suffisamment développé, de savoir prendre du recul sur nos croyances et d'être ok sur le fait de les revoir, de les modifier, nos croyances, finalement c'est très rare ça, les gens qui font ça. On a toujours notre histoire et nos croyances, nos préjugés qui influencent finalement notre interprétation et les conseils qu'on va donner aux gens. Je te donne un autre exemple qui est encore plus concret au niveau de la parentalité. Le fait objectif et avéré que le néocortex des enfants est immature. Et que cette immaturité, elle provoque des tempêtes émotionnelles. C'est simple, c'est un fait, c'est neutre. Mais à partir de là, tu vas aller voir différents professionnels et ils vont tous te donner des interprétations potentiellement différentes. Tu vas peut-être aller voir Dr Bidule qui est psychanalyste et il va te dire oui, ok, alors pour expliquer cette immaturité du cerveau, eh bien en fait, l'enfant, comme c'est un être pervers manipulateur, alors je simplifie, je suis pas spécialiste en psychanalyse, mais imaginons, c'est un exemple. Comme l'enfant est pervers manipulateur, en fait son cerveau immature, il est à son image finalement. Donc c'est-à-dire que le cerveau sert cette image de l'enfant pervers manipulateur. Peut-être que tu vas aller voir docteur Trucmuche qui est psychiatre. Et lui, il va peut-être te dire, oui, le cerveau de l'enfant est immature, parce que son cerveau, il va utiliser les expériences qu'il va vivre pour se modeler, et que l'enfant, en plus, il va chercher à établir son pouvoir. Et que son cerveau risquera de mal se développer si on n'empêche pas cet enfant d'établir son pouvoir. Et que l'enfant risquerait de devenir un petit con, comme j'ai pu l'entendre de la bouche d'un psychiatre, par exemple. Et puis là, tu vas te tourner vers un anthropologue, et l'anthropologue peut t'expliquer que le néocortex de l'enfant est immature parce que c'est une partie du cerveau qui demande un développement beaucoup plus complexe que le reste du cerveau, et que quand on est bébé, ce sont les besoins primaires et fondamentaux qui priment, et que donc le néocortex, c'est pas la partie la plus importante au moment de notre naissance, par exemple, voilà. Et puis tu peux aller voir un philosophe qui va te dire que, de toute manière, l'être humain est mauvais par nature, et que ce cerveau est immature pour pouvoir montrer, à travers les crises émotionnelles,
la violence et la méchanceté qui est intrinsèque à la nature humaine. C'est un fait, l'humain est mauvais. Tu peux aller voir un psychologue ou une psychologue, et son interprétation sera peut-être que le cerveau de l'enfant est immature parce qu'il n'a pas encore reçu l'attention, l'amour, et qu'il n'a pas aussi reçu encore le cadre et les limites qui vont lui permettre de se développer correctement. Et peut-être que tu iras voir un accompagnant parental, et cette personne te dira que le cerveau de l'enfant est immature parce que son néocortex s'adaptera à son environnement, c'est-à-dire que c'est un cerveau qui est vierge, qui attend de recevoir pour s'adapter, et qu'il est immature tout simplement parce qu'il est dans l'attente que l'on réponde à ses besoins. Donc tu vois, c'est-à-dire qu'à partir d'un fait neutre, tu peux avoir 75 millions d'interprétations, toutes différentes, même auprès de professionnels en qui tu es censé avoir confiance en fait. Et le souci, c'est que les conseils que ces professionnels vont te donner, ils vont dépendre de l'interprétation et de la cause qu'ils auront choisi de penser sur ce fait. Je te parle de professionnels, mais c'est exactement pareil avec les gens que tu côtoies, hein. C'est-à-dire que chacun, il voit les arguments et l'interprétation qu'il a envie de voir. Donc moi, je t'invite pour sortir de tout ça, parce que là, on vient de voir pourquoi c'est si compliqué, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas d'accord, même les professionnels. Et maintenant, je vais t'expliquer comment t'en sortir. Et comment t'en sortir, ça va forcément venir de toi, pour que tu te sentes bien avec ça, ça doit forcément venir de toi. C'est à toi de te faire ta propre analyse, ta propre critique à partir d'un fait, à partir d'un sujet. Tu prends un exemple de sujet, par exemple, l'allaitement long existe. L'allaitement long, c'est le fait d'allaiter un petit plus longtemps que ne le veut la culture, hein, la moyenne. L'allaitement long existe et il est présent chez les autres primates et chez les tribus humaines isolées d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est un sujet. Chacun va y mettre son avis, même les professionnels, un pédiatre, un psychologue, un accompagnant parental. Tout le monde va te donner son avis sur ça. Ils vont pas tous être d'accord. Eh bien toi tu prends ce sujet et tu vas te poser une question. C'est quoi mon idée? Quelle est l'idée que j'ai sur l'être humain? Est-ce que je pense que c'est un être bon? Un être mauvais? Ni l'un ni l'autre? Un peu des deux, etc. Tu vas te poser la question de quelle est mon idée de l'enfant? Est-ce que je pense que l'enfant, il est bon par nature? Ou est-ce qu'il est bon, il deviendra bon uniquement si on le dresse? Est-ce que l'enfant, tu penses qu'il est rempli de perversion, qu'il faut étouffer? Est-ce qu'il faut le cadrer? Qu'est-ce que tu penses de l'enfant? C'est quoi ton idée sur l'enfant? Tu vas te poser la question de quelle est ton idée de la vie? Est-ce que tu penses que la vie, elle est dure et qu'on doit s'y préparer? Est-ce que tu penses que la vie, elle est dure et que ça sert à rien de s'y préparer? Est-ce que tu penses que la vie, elle est belle? Ou est-ce que tu penses, par exemple, que la vie, elle est faite de tout? C'est-à-dire du bon, du mauvais, à part égale, ou pas à part égale d'ailleurs. Toutes ces idées, elles te paraissent vachement loin de cette question de l'allaitement long. Eh bien en fait, ça part forcément de là. C'est-à-dire que nos idées subjectives, elles vont partir de notre point de vue beaucoup plus large de la vie, des gens, de l'humain, etc. Et enfin, la dernière question que tu as à te poser, c'est quelles sont tes valeurs? Est-ce que tes valeurs, c'est l'amour, la douceur, la tolérance, le maternage? Ou est-ce qu'il y a aussi dans tes valeurs la discipline, la compétition, le fait que tu aimes l'ordre, etc. Donc selon tes valeurs, ça va influencer nettement ton idée sur l'allaitement long. Si par exemple tu penses que l'allaitement c'est bien, mais qu'il ne faut pas que ce soit trop long parce que l'enfant c'est un petit être qui peut développer une perversion et que la relation mère-enfant peut devenir perverse, etc. Si tu as une image de l'humain et donc du coup de la femme comme des êtres empreints d'attraction sexuelle de partout dans leur vie, ça va influencer ta manière de voir l'allaitement long. Si tu penses par exemple aussi qu'il est fondamental de se conformer aux normes sociales et de finalement suivre les règles classiques d'une vie contemporaine dans laquelle tu vis, et que c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est mieux de se conformer plutôt que d'écouter nos propres croyances, ça va influencer ton point de vue sur l'allaitement long.
Je te donne un autre exemple. Je vais reprendre l'exemple de l'immaturité du cerveau des enfants. Le fait que les enfants ont un néocortex, notamment, qui est immature et qui ne commence à maturer qu'à partir de 6-7 ans. Reprends les mêmes questions que je te pose. Quelle est ton idée de l'être humain? Quelle est ton idée sur l'enfant? Quelle est ton idée de la vie? Et quelles sont tes valeurs? Si tu prends toutes ces questions et que tu y réponds, ça va te permettre de te rendre compte de ce que tu penses de cette histoire d'immaturité du cerveau de l'enfant et du fait que ça crée des tempêtes émotionnelles. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que l'enfant a besoin d'être cadré, d'être dressé pour qu'il ne devienne pas un être mauvais? Ou est-ce que tu vois du bon, du mal? Est-ce que tu crois à la morale, etc., etc. Ça, c'est toutes des questions qui sont absolument fondamentales pour que tu puisses utiliser ton esprit critique, le fait de faire une analyse, un vrai travail de décortication, d'autopsie sur une inquiétude comme celle-là, ou bien sujet comme celui de l'allaitement long. Tu vas pouvoir en tirer tes conclusions à toi. Ça demande une vraie réflexion. C'est pas genre, moi, l'allaitement long, j'en pense des choses, mais en fait, je me suis jamais posé la question. Je pense des choses de l'allaitement long uniquement parce que on m'a fait penser ces choses-là via les messages que j'ai entendus de ma famille ou de la société. Ça demande une vraie réflexion, de se poser sur soi-même. Et donc, tu vas en tirer des conclusions et tes propres interprétations de ce sujet-là ou de ce fait. Et les questions que tu peux te poser sur tes conclusions, sur ton interprétation, c'est: mes conclusions, est-ce qu'elles sont empreintes d'une quelconque forme de violence ou d'oppression, aussi minime soit-elle? Et si tes conclusions, elles sont, oui, empreintes d'une quelconque forme de violence ou d'oppression ou de domination, est-ce que ça te convient quand même, en fait? Est-ce que tu es OK avec ça? Et sinon, si tu sens que tes conclusions, finalement, t'emmènent des idées dans lesquelles il y a une forme de domination, d'oppression, mais que ça ne te convient pas, là, ça peut devenir quelque chose de douloureux, c'est-à-dire que tu penses quelque chose sur un sujet, mais finalement, tu te sens pas en accord avec ce que tu penses. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Tu penses un truc, mais t'es même pas d'accord avec ce que tu penses. Et pour que tu deviennes en accord avec cette conclusion, qui finalement te convient pas vraiment, il faut que tu re-questionnes ton point de vue, ton idée sur l'être humain, sur la vie, sur l'enfant, quelles sont tes valeurs, etc. Il doit y avoir quelque chose finalement qui, dans ces conclusions-là qui ne te conviennent pas, ne viennent pas de toi. C'est que c'est des conclusions qui ne viennent pas de toi si t'es pas OK avec ces conclusions-là. Donc voilà, on en arrive à la fin. Je te résume cette idée, c'est que on part d'un fait, d'une observation qui va être objective, qui est irréfutable. Mais le problème, c'est que tout le monde, y compris les professionnels, vont y mettre l'interprétation et ils vont y mettre la cause qu'ils voudront, qui sera une cause et une interprétation subjective. Donc faire confiance aux professionnels, c'est important de trouver le professionnel en qui tu as entièrement confiance. Un professionnel, ça se change. On peut en voir 10 s'il y a besoin, mais il faut que tu te sentes en totale confiance. Et l'idée, c'est que même un professionnel, ça ne doit pas t'empêcher d'avoir ton propre esprit critique, ta propre analyse sur un sujet. Si un pédiatre te conseille d'arrêter l'allaitement au bout d'un mois, et que toi, ça ne te convient pas, ce n'est pas le pédiatre qui a raison. Si ça ne te convient pas, c'est qu'il y a moyen d'aller voir pourquoi. Et c'est à toi de faire cette analyse-là en suivant les étapes et les questions que je t'ai proposées. Bon voilà, j'espère que ça t'aura aidé à éclaircir un peu cette fumée brumeuse dans laquelle on se trouve quand on est parent et qu'on est assailli de conseils. Tu peux aussi tout simplement fermer les oreilles, ou alors laisser traverser le conseil à travers ta tête et ne pas le mettre en rétention dans ton cerveau. Voilà, merci d'avoir suivi ce module jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura aidé, qu'il t'aura apporté un peu de lumière, au moins un petit peu de lumière au milieu de tout ça. Et je te dis à très vite, salut!